Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sin Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Dans ce tout nouveau podcast, on va parler moulage intime. Nous allons voir en quoi ça consiste, pourquoi son fondateur met-il le corps à l'honneur, et en particulier les parties considérées comme les plus intimes. Le résultat qui en découle, comment se passe une séance avec le modèle, et si vous aussi, vous souhaitez mouler vos parties intimes, comment prendre contact et comment ça se passe. La première question est simple, peux-tu te présenter rapidement, que les auditeurs te connaissent, apprennent à te connaître un peu mieux? Eh bien, bonjour, moi c'est Jean Moule, donc je suis artiste amateur et je fais des moulages corporels, que ce soit en festival ou à la commande. Et donc voilà, je produis des sculptures avec des seins, des fesses, des pénis, des vulves, pour le plus grand bonheur des festivaliers quand je le fais en festival, ou des gens juste qui aimeraient avoir ça chez eux. Tu le fais à Paris aussi, c'est ça, il me semble? Oui, c'est ça, ouais. Je fais ça pour l'instant chez moi, ce qui m'a dû plâtre partout et détruire mon appartement. Et je suis en train de chercher un atelier à louer pour m'agrandir justement en ce moment. Avant de commencer l'interview en profondeur, j'aimerais que tu me dises ce qu'est l'intimité pour toi. Bon, c'est vrai que mon nom d'artiste, c'est Moulage Intime. Donc, quelque part, j'essaye de montrer l'intimité. Après, en fait, moi, personnellement, je fais une distinction entre des sexes qui sont, pour moi, quelque chose d'un peu biologique, c'est notre corps. On est des êtres qui habitons un corps et certaines parties de nos corps sont cachées et ont beaucoup de symboliques et d'interdits qui sont accolés à des parties de notre corps. Mais pour moi, ça, c'est une prolongation de notre peau, en fait. C'est un peu comme ce que pensent les naturistes, on va dire. On est un esprit, on a un corps et voilà, on n'a pas de raison d'être psychotique sur la longueur des jupes sur les chevilles ou à l'inverse même de est-ce qu'on peut bronzer à poil. Et donc quelque part, en fait, ce que je veux faire en montrant des corps qui sont en plâtre ou en d'autres matières, finalement, c'est un peu les normaliser, parce qu'on a toujours un regard sur le corps qui est ou extrêmement honteux et pudique, ou aussitôt c'est érotique, enfin pornographique même, et il n'y a pas d'entre-deux qui est je suis cette personne. Et donc du coup voilà, moi j'essaie de, enfin il y a des artistes ouvertement érotiques qui font un très bon travail, qui font des choses vraiment dans le but et d'être hyper réaliste. Je ne sais pas, moi je préfère en fait montrer des sculptures qui sont souvent blanches ou dans des couleurs complètement psychédéliques ou phosphorescentes, et c'est plutôt une façon en fait de briser la présentation qu'on aurait qui serait voilà, donc ou super érotique ou super super honteuse. En quoi consiste le moulage intime comme il est nommé sur ton Insta au juste? C'est avant tout du moulage corporel, c'est-à-dire que c'est vraiment alors ça peut faire débat, c'est une forme d'art parce que c'est pas du tout quelque chose qui est mécanique, qui suffirait d'appliquer une bonne pâte. Enfin, il y a vraiment une technique, un savoir-faire. Donc avant tout, je me définis comme quelqu'un qui fait du moulage corporel, et en plus ma spécialité c'est les zizi, les zézettes. D'accord. Plutôt atypique. Applique des défis techniques très spécifiques. On n'est pas très nombreux à le faire sur Terre, justement parce que c'est pas du tout évident en fait. Et qu'est-ce qui n'est pas évident dans le moulage? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une mise de fond au début, enfin, pour être super honnête, genre si demain vous voulez vous lancer un peu dans le moulage, et d'ailleurs, enfin, je partage pas mal de mes techniques justement à d'autres gens pour être dans l'esprit de l'open source et encourager d'autres gens à faire ce que je fais. Mais d'abord, il y a une mise de fond. Faut amener quelques centaines d'euros de matériel si on veut avoir un prix individuel qui soit pas trop cher. Parce que sinon, c'est une activité qui est faite par des pros, mais qui vous coûtera des centaines d'euros. Donc, pour réduire ça à quelques dizaines d'euros par participant, il faut généralement acheter en gros. Il y a ça. Puis après, il y a l'aspect technique, parce que
Genre moi, à ce jour, j'ai moulé genre 150 vulves et 50 pénis à peu près, et j'apprends encore en fait il y a plein de techniques, plein de matériaux, il y a plein de petites erreurs qui se répètent et enfin il faut le faire plusieurs fois pour se rendre compte qu'il y a un petit problème à corriger. Euh, Enfin, il est très facile de faire un moule qui se déchire, il peut y avoir des bulles de plâtre qui vont faire des trous, il peut y avoir des poils, il peut y avoir un truc qui ne sèche jamais, par exemple, qui laisse la personne pendant 40 minutes dans une position inconfortable, ou enfin voilà, c'est la physique des matériaux après dans tout ce qu'on veut faire. C'est ce que j'aime, c'est passionnant. Et c'est aussi ce qui fait peut-être la beauté de ton travail, c'est toute la complexité qu'il y a autour de ça, j'imagine. Quelle est la démarche derrière ce travail concrètement? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors pour moi à la base c'était une idée d'atelier, c'était censé être un one shot, c'était pour un festival que j'aime énormément qui s'appelle le Nowhere Festival, qui est le cousin européen du Burning Man et qui se tient en Espagne tous les étés. Et c'est un festival en fait où la programmation est entièrement produite par les participants. En fait, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de consommateurs, et d'ailleurs il n'y a pas d'argent parce que il est banni. Et du coup, j'ai pris une grande claque visuelle, émotionnelle la première année, et la deuxième, du coup, je voulais moi aussi apporter un atelier de qualité, sachant que un niveau atelier là-bas, vous pouvez aussi bien apprendre à coudre un déguisement qu'à fabriquer un lance-flamme, quoi, niveau, ou faire du yoga, ou résister à la CIA, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des choses vraiment farfelues. Et donc, du coup, moulage corporel, ça rentrait bien dans l'esprit de l'événement parce que c'est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu à la marge, un petit peu border quand même. Mais en même temps, je fais tout pour que ce soit safe et hygiénique. Et ça, c'est des valeurs fondamentales dans le milieu burn. C'est le consentement, les espaces safe et tout ça. Et la troisième étape, en fait, c'est l'accès. Oui, il y a le cadeau, la culture gift aussi, qui est un des piliers du Burning Man, et l'acceptation de soi à la fin de l'expérience. Parce qu'en fait, quand on découvre son moulage, on a une sensation d'étrangeté, que ce soit un sexe, une main même, nous paraît. La taille nous paraît un peu étrange. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, tout est. Et en fait, c'est très émouvant, et les gens en fait adorent. En fait, ils sont ultra excités quand ils découvrent leur moulage. Ils sont mais c'est moi, mais c'est génial. Ils le montrent à tous leurs potes et tout ça. Et donc du coup, mon objectif initial, c'était apporter cette expérience en festival. Et j'ai fait ça les 6 premiers mois. Ça a été donc de l'été 2019 à décembre 2019. J'ai fait. En fait, on m'a invité à d'autres événements après le Nowhere. Ah oui, c'est comme ça que tout s'est emballé en fait. Parce que tout ça n'a été qu'un grand rodéo qui prend des proportions un peu hors de contrôle. Mais donc ça a commencé par un petit atelier à un festival. Après, on m'invite à un autre festival 2 semaines après, puis un autre le mois suivant. Et j'ai fait comme ça une date par mois, les 6 premiers mois, jusqu'au marché de Noël psychédélique au Point éphémère à Paris. Et voilà, donc c'était à la base vraiment une idée de faire ça en festival. Et qui finalement dépasse le festival maintenant aujourd'hui. Oui, bah ouais. Alors j'ai pu un peu en faire en 2020 des petites choses, genre le mariage de copains, des trucs comme ça, des petits événements sous jauge avec test et tout. Mais ça a quand même pas mal ralenti, et j'en fais aussi du coup sur commande parce que au début c'était les potes, et puis j'ai des gens qui me contactent sur Instagram. Et moi je me considère un peu quand même encore en formation. Enfin, depuis peu j'arrive quand même à. Je fais des progrès tous les mois, et genre depuis janvier, je maîtrise parfaitement les poitrines, par exemple, ou les moulages de pénis. Mais ça m'a demandé en fait pas mal d'essais, et donc là, en ce moment, j'ai beaucoup de demandes pour ces 2 nouveaux moulages. Et donc, donc du coup, j'en fais sur commande. Alors, mon but, j'en tire pas du tout un revenu, hein, tout ça. Je fais ça au prix du matériau, et je demande aux gens une participation s'ils veulent à prix libre pour mon travail. Donc, il y en a qui se contentent des matériaux, d'autres qui sont très généreux, mais pour moi, c'est de l'argent que je réinvestis de toute façon dans encore plus de silicone et de paillettes et de choses pour faire des trucs de plus en plus fous. Donc, pour l'instant, tout ça a été un petit délire que je menais à côté de mon vrai métier. Tout à l'heure, tu expliquais la réaction que pouvaient avoir les personnes qui se faisaient mouler. Comment tu l'expliques, cette fierté qu'ont les gens de montrer cette partie de leur corps moulé, notamment? Alors déjà, c'est pas tout le monde, hein, parce que j'ai généralement beaucoup de gens partant pour le faire.
je me retrouve presque en fusée, mais enfin, il y a des gens pour qui c'est pas du tout leur délire, hein, et même quand ils regardent mes productions, ils aiment pas. Enfin, c'est assez clivant. Mais pour les gens qui le font, alors si on parle juste du moulage de vulve, en fait, pour le coup, qui est un peu ma spécialité, ça c'est un des plus intéressants à mon avis parce que c'est le plus provoquant et le plus politique. Provoquant parce que on a un déficit de représentation des vulves dans l'espace public, on va dire. On a beaucoup de dessins de pénis dans les toilettes, mais si vous donnez à une classe, même à un groupe d'amis, une feuille de papier, vous leur demandez d'en dessiner une, en fait, les gens vont commencer à paniquer si vous faites l'expérience. Et donc, du coup, en montrer plein, comme ça, comme je fais sur mon Instagram, c'est pour... je montre toutes mes créations, mais j'espère un peu derrière aussi créer un petit espace éducatif alternatif à la pornographie ou voilà, qui amène les gens à se rendre compte de la diversité, parce que du coup il y a beaucoup d'insécurité sur ce sujet. En gros, l'idée c'est que en Occident, une vulve c'est symbolisé par une simple fente, un peu comme une tirelire. Et cette représentation, en fait, elle vient d'une loi sur la pornographie qui est américaine, en Australie aussi, qui interdisait de montrer des sexes impudiques. Et on montrait des femmes avec que des abricots, on va dire, un peu debout, un peu en travers d'une porte, mais on voyait pas de sexe écarté, on voyait pas de grandes lèvres. Et les femmes qui avaient des lèvres étaient pas prises au casting. Et donc, du coup, on a commencé à troubler la représentation occidentale de ce que c'est une vulve avec ça. Et ça a été abrogé dans les années 80, je crois. Et ça resté quand même pas mal dans l'esprit des gens. Et en fait, la réalité physique, c'est absolument l'inverse. C'est que alors les chiffres sont pas super exacts parce qu'il y a très peu d'enquêtes vraiment fiables, mais il y aurait environ 70 à 75% de femmes dont les lèvres internes sont plus longues que les lèvres externes. Et en fait, la représentation symbolique, c'est l'inverse. En fait, il y a potentiellement 2/3 des femmes qui sont en insécurité totale sur l'apparence de leur sexe, alors qu'il est entièrement normal. Et beaucoup ont recours du coup à la chirurgie. C'était la chirurgie qui a la plus forte croissance aux États-Unis, c'est la labiaplastie. C'est 200% sur ces 5 dernières années de mémoire. Et donc c'est une chirurgie qui consiste à faire une ablation avec des ciseaux de ce qui dépasse, quoi. Et pour moi, ça c'est la pire. Enfin, je trouve que c'est une des pires oppressions machistes parce que c'est aller chercher. Enfin, il y a déjà une exigence à la perfection qu'on impose aux femmes, mais en plus aller chercher dans leur slip avec des ciseaux couper ce qui dépasse pour donner un sexe et une apparence prépubère. Genre, pour moi, ça coche beaucoup trop de mauvaises cases. Donc du coup, modestement, avec mes petits moulages sur Instagram, j'espère éviter peut-être à des gens la chirurgie ou un mal-être. Et donc voilà, en faisant le moulage, en fait, les femmes, quand elles découvrent leur vulve, elles sont extatiques parce qu'elles ont aussi une découverte sous un angle qu'elles n'ont jamais vu de leur vie, parce que c'est différent d'un miroir. Parce que là, en fait, vous avez vraiment quelque chose où vous pouvez tourner dans vos mains et tout ça, et avoir un peu même le point de vue qu'aurait votre partenaire. Et en fait, elles tombent amoureuses de leur vulve à chaque fois. C'est ça le petit miracle, c'est que j'en ai qui ont pleuré de joie, etc. Enfin, et ça, c'est vraiment le moment un peu unique et que j'avais pas forcément prévu quand j'ai créé cet atelier en vrai, mais que serait ce moulage et qui ferait une telle réaction. Alors que les moulages de pénis, pour le coup, les gens font le joujou avec, ils font c'est marrant, mais ça reste une petite bite en caoutchouc, quoi. Alors que la vulve, c'est genre c'est merci d'avoir, enfin on me dit des trucs genre merci de m'avoir aidé, t'imagines pas 10 ans de complexe qui viennent de sauter, des choses comme ça. Enfin. Quel a été le déclic ou qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé notamment à ces parties intimes là et pas autre chose en particulier, puisque tu disais être spécialisé, en tout cas avoir fait plus de vulves et de pénis que de fesses par exemple, pour l'instant en tout cas. Pourquoi t'être focus sur cette partie du corps ? Alors il y a une raison technique et politique. La raison politique, c'est parce que c'est punk de mouler des culs, et, enfin des zizi, des zézettes. Parce que en fait, disons que c'est le côté un peu provoque du truc, et puis ça plaît quand même en fait. Mais ça se pratique pas n'importe où. Si je ferais pas ça dans n'importe quel festival, je sais que j'ai dans des cadres avec des gens assez rigolos et bienveillants, et tout se passe bien. Mais bon, donc voilà. Et après, il y a des raisons techniques aussi. C'est que depuis peu, comme j'expliquais, je fais des moulages de poitrine, mais c'est avec le cou, les épaules. Donc c'est une pièce qui fait 10 ou 15 kilos quand elle est finie.
Et pareil pour faire toute une paire de fesses ou des choses, donc c'est des pièces assez massives. Et plus on fait des pièces grandes, en fait, plus il y a des risques de déformation sur le moule, comme si on vous appuyait sur la peau, des choses comme ça. Enfin, il y a des problèmes techniques qui s'accumulent. Et donc du coup, les grandes pièces, j'y arrive depuis peu, et les pénis, j'y arrive même depuis assez peu aussi, même si j'en ai déjà fait plusieurs avant, mais pour avoir une technique qui marche au moins 9 fois sur 10, ça c'est tout récent. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe une personne qui veut se faire un moulage avec toi, quelle est la procédure au juste? De la prise de contact jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Eh bien, alors, je me fais contacter soit par des gens par bouche à oreille, soit par des gens qui me connaissent ni Neve ni la danse sur Instagram. Ils prennent rendez-vous avec moi. Et ensuite, pour faire le moulage en soi, l'important c'est pas avoir trop de poils. J'aimerais bien, j'ai vraiment cherché des matières, des trucs pour voir si je pouvais faire des trucs compatibles poils, mais ça reste quand même pas vraiment une bonne idée. Et donc l'idéal c'est d'avoir le pas de poil ou le poil ras. Ensuite, la personne s'enduit la peau selon la zone. J'ai de l'huile de coco ou de la vaseline. Et ensuite, moi, je prépare l'agent de moulage. Donc, il y en a deux. C'est l'alginate, qui est un extrait d'algues, un peu comme des flocons qu'on mélange à de l'eau, et qui fait un flan. Et l'autre option, qui est plus chère et que je trouve plus stylée parce qu'elle est vachement précise et efficace et tout, c'est le silicone contact peau. Ça, c'est une matière bicomposante qu'on doit peser, touiller, appliquer avec une petite spatule. Et donc voilà, donc en gros, l'idée c'est on fait un moule d'abord en mettant un agent de moulage sur la peau, peau qui est même protégée avec un petit peu d'agent gras. Et après, une fois que cet agent de moulage a séché, on met une coque parce que le moule en soi est souple, donc si on le mettait sur une table, il serait tout plat. Donc on bâtit une coque qui va garder la courbure des hanches ou des fesses ou des seins. Et en tout, en gros, sur un moulage classique pubis, ça serait homme ou femme d'ailleurs au repos, ce serait 20 minutes. Alors que si on part sur une poitrine, une paire de fesses, c'est plutôt 40 minutes qu'il faut tenir la pause parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Et sinon, j'ai inventé une technique ultra rapide pour faire des petits moulages de vulve ovale en 5 minutes. Et pareil pour des pénis, en 5 minutes, j'ai le moule et en une demi-heure, il est sec, on va dire le plâtre. Ouais, d'accord. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait ce temps de pause plus ou moins long. Ça permet aussi peut-être d'une certaine manière de prendre conscience de ce qui se passe, de se connecter à son intimité encore plus. Peut-être est-ce un instant de méditation pour la personne qui est en train d'être moulée, je ne sais pas. Quel est ton avis sur ça, toi? Oui, alors il y a quelque chose de très relaxant. C'est à la fois drôle comme faire de l'art plastique en mettant les mains dans la peinture et à la fois très introspectif et relaxant. La fabrication du moule, du coup, voilà, j'expliquais un peu. Elle est on m'a dit que c'est une sensation assez réconfortante, protectrice, de sentir cette coque autour de soi. Et après, la deuxième partie de l'expérience, donc après, j'offre aux gens pour remplir le moule de se rincer. Donc j'ai des lingettes ou une douche, tout ça. Et après, j'aime les impliquer beaucoup dans le processus. À différence de confrères qui, eux, par exemple, font le moule et après, les gens reviennent à chercher leur commande. Moi, j'ai vraiment envie d'impliquer les gens. Donc, je leur donne un petit pinceau et je leur fais un petit verre de plâtre tout dilué. Et il faut que, si c'est un moulage de vulve, par exemple, il faut aller peindre dans tous les petits recoins des lèvres pour chasser l'air et faire une belle première couche. Et après, le plâtre commence à épaissir et on le rajoute ensuite avec les mains. Et donc là, les gens mettent les mains dedans et c'est super drôle. Et puis, on finit en lissant l'objet et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs mon moulage préféré, c'est vraiment le moulage rectangulaire de pelvis parce que c'est sûr, la personne a le temps en fait de s'approprier le moulage, alors que ma technique pour les ovales qui se fait en 5 minutes, elle est presque trop rapide en fait. Et donc, je préfère celle qui dure environ 2 heures entre faire le moule, démouler, faire les finitions, que celle qui dure 5 minutes finalement, parce que c'est vraiment une expérience vraiment assez chouette pour les gens, quoi. Quel type de personnes peuvent participer à un moulage intime? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait seul ou à plusieurs aussi d'ailleurs? Alors ouais, c'est tout à fait faisable à plusieurs. Alors du coup, je propose, bien sûr, une des règles de l'atelier, c'est on propose, on n'impose rien jamais, mais quand j'ai des groupes dans des événements, par exemple, je leur dis,
plutôt que de faire la queue un par un, est-ce que ça vous dit de qu'on fasse ce démoulage? Puis j'ai un dôme géodésique maintenant que j'ai construit, comme ça je peux installer mon atelier n'importe où et personne me force à le ranger ensuite. Et donc du coup je peux poser mon dôme et donc on peut avoir 5-6 personnes qui font des moulages et dans ce cas-là moi je supervise. Et voilà, donc les gens peuvent venir en couple et ils peuvent faire leur moulage l'un sur l'autre et je m'assure qu'ils font pas trop de bêtises. Parce que les gens font de ces bêtises. Genre, j'ai l'agent de moulage qui coûte genre 50 € le kilo, ils veulent le mélanger avec le plâtre, enfin, ils font n'importe quoi. Mais, du coup, voilà. Donc, moi, j'aime bien, en fait, superviser, déléguer aux gens, ils font leur moulage. Et quand je reçois des couples aussi, j'ai commencé à faire ça récemment à Paris. Pareil, c'est entre eux. Moi, je suis là pour la logistique, on va dire, les conseils techniques. Et voilà, ouais. Donc pour moi, l'implication, c'est vraiment une des valeurs cardinales de ce que j'essaye de faire parce que ça fait partie de l'appropriation, quoi. On part pas juste avec, on va pas chez le coiffeur, quoi. on vient fabriquer avec ses mains une œuvre de soi-même, quoi. Donc la place de la communication est vachement importante dans le process, quoi. Oui, je parle toujours avec les gens aussi. Alors, je fais pas mal il y a des petites choses, hein, je peux vous les dire mes trucs, mais par exemple, je mets une blouse blanche, je mets des gants bleus d'ailleurs souvent, mais j'utilise des spatules. Enfin, je suis pas en contact direct sur la peau des gens, donc je fais vachement attention à ça. Ils ont une bâche propre. Enfin, je fais tout pour que ce soit vraiment hygiénique et pas avoir de regard insistant ou de choses déplacées. Enfin, ça fait partie vraiment pour moi, du cadre. En fait, faut créer un cadre aussi, quoi. Quels sont les freins potentiels que les gens peuvent avoir face à ton travail ou que tu peux rencontrer dans ton travail? J'ai pas vraiment de frein, parce qu'en fait, j'ai pas mal de demandes, donc c'est plutôt cool. Je vais pas leur imposer de pause non plus, donc du coup, si les gens me contactent, c'est qu'ils sont partants pour faire quelque chose, on va dire. Après, franchement, c'est presque. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui s'étaient un petit peu mal à l'aise au début, mais ça suffit de faire une petite blague et ça rentre dans le. En fait, les poils, c'est un problème. Les règles, c'est pas un problème, mais les poils, ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ont cherché à te mettre des bâtons dans les roues, des personnes malveillantes qui ont voulu nuire à ton travail? Et si oui, comment tu t'en protèges justement? Je crois que la personne la plus malveillante, c'est Mark Zuckerberg, avec sur Instagram, en fait, depuis la fin de l'année dernière, depuis le mois de décembre, il y a eu un tour de vis qui a été fait au niveau des conditions d'utilisation et c'est une vague de répression qui a visé plein de gens différents. Ça va des athlètes du pole dance aux éducateurs sexuels, aux artistes érotiques. Beaucoup de comptes ont été fermés et en gros, ils ont lâché les brides de leur IA, intelligence artificielle, là, de reconnaissance de forme. Et régulièrement, j'ai des posts qui sont flagués en mode activité sexuelle, machin. Alors qu'en fait, sur ma page, vous verrez jamais un téton, jamais une raie. Et du coup, en fait, la photographie de sculpture, de nudité dans la sculpture est autorisée explicitement dans les conditions d'utilisation. Mais en fait, Instagram n'arrête pas de péter les plombs, de mettre des avertissements. Récemment, j'ai eu un nouvel avertissement de suppression de compte. Et le pire, c'est que je sais même pas exactement quelle bonne pratique je pourrais faire parce que leur sélection est vraiment aléatoire. Et j'avais fait des cadres lumineux, notamment c'était des cadres avec une petite vulve en plâtre dedans. Et il y avait un qui était éclairé en jaune et l'autre en multicolore. Et le multicolore a été censuré, quoi. Et la version guinguette, quoi. Et donc, Je compatis parce que la chaîne de podcast Sin Eden Sublime a été supprimée fin décembre et a perdu toute la communauté avec. Donc ouais, c'est très frustrant et j'espère que tu trouveras une alternative pour continuer à communiquer sur ce que tu fais parce que c'est vraiment génial, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui ne comprend pas ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà eu des personnes ultra réfractaires à ce que tu peux faire? Que ce soit verbalement ou même physiquement, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui agissent parfois de manière un peu particulière? Sinon, j'ai une anecdote qui vient en tête. J'avais fait un date une fois et je raconte que je fais ça à un moment parce que ça fait partie de moi et de ma vie et ça n'avait pas du tout marché. Donc là, mon date était parti. Donc ça, on peut dire que ça, ouais, cette fois-là. Non, sinon
En vrai, je sais pas je sais pas si en soirée on commence à m'en parler et tout, je raconte. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens que ça intéresse beaucoup et d'autres que ça intéresse pas, donc ils vont pas forcément rejoindre la conversation. J'ai eu pas vraiment. Enfin, j'ai toujours des questions un peu à la con, genre est-ce que c'est un truc pour mater? Je leur dis non parce qu'en fait concrètement je verse un peu de porridge sur la peau aussitôt, donc vous avez même pas le temps d'être à poil. Est-ce que c'est, je sais pas. Une fois, il y a une femme sur Instagram qui m'a dit que j'avais pas le droit de faire ça en tant qu'homme. Et je lui ai fait, pardon. Elle me fait, ouais, tu voles la voix des femmes et des féministes. Et je fais, mais non, mais pas du tout. En fait, c'est pas du tout, c'est l'inverse. Au contraire, le message que je veux porter, quoi. Et puis surtout, je prends pas la voix des femmes parce que justement, en tant qu'homme hétéro cisgenre, je pense que j'ai plutôt appris à me la fermer. En fait, je suis pas là pour étaler mes opinions ou donner un cours aux femmes sur leur anatomie. En fait, moi, je fais des moulages de cul rigolo et je les publie en photo et j'essaye de. Enfin, voilà, c'est politique, mais j'ai pas envie de m'étaler non plus sur. Parce qu'il existe, par exemple, des ateliers de moulage spécialement de vulve, on va dire, faits en non-mixité, et c'est super bien. Et j'en ai même formé pour qu'elles en organisent à Bruxelles et à Paris. Et donc, mais c'est pas ce que je fais. Moi, je fais pas des ateliers en non-mixité, je fais des ateliers mixtes de moulage corporel. Voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui a envie d'être modèle pour un moulage intime pour toi, dans le cadre de ton travail, mais voilà, qui n'osent pas se lancer, qui ont un peu peur? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Le mieux, c'est déjà de prendre contact avec moi et de discuter, que je me présente, je leur explique un peu ma démarche. Et voilà. Et puis, si les gens sont curieux, ils feront le premier pas. Sinon, c'est pas grave. Et s'ils veulent le faire eux-mêmes, je vais leur donner des petites astuces. Alors, ce sera pas forcément le même niveau de matériaux, de qualité que ce que je peux faire, mais ça m'est déjà arrivé devant des gens, je leur dis, tu sais quoi, je sens que ça te truc, mais que tu n'oses pas le faire, alors fais-le comme ci, comme ça, et voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? On arrive à la fin de ce podcast. Il y a une philosophie aussi derrière moi, j'ai lancé tout ça à un moment, je sais pas, j'ai jamais vu de psy, donc peut-être que quelqu'un va dire, d'un mot freudien, c'est passionnant ce que tu fais, tu vois, je sais pas, mais j'ai lancé ça à un moment de ma vie aussi, où j'ai eu pas mal de drames, beaucoup de deuil, j'ai quitté mon emploi, j'ai eu pas mal de choses merdiques, une année vraiment noire, ma mère a eu un cancer, tout ça. Et en fait, ça n'a pas été un plan qui s'est monté dans ma tête, ça s'est plutôt fait et imposé, quoi. Mais tout ce délire de moulage, pour moi, ça a été une façon de remettre un peu de fun dans ma vie et ça a été une sacrée aventure, quoi, depuis le début, quoi. Genre, ça a été pour moi un bouchon, on va dire, artistique qui a sauté, qui m'a permis d'exprimer une fibre peut-être que j'avais pas encore pu exploiter. Et je pense que j'ai amené pas mal de bonheur aux gens et de rigolade. Et on a fait des belles œuvres d'art, et donc ça a été assez rock'n'roll, et j'espère que ça va continuer. Et j'ai plein de projets, j'ai des nouvelles silicones, je vais pouvoir faire des agrandissements, je pourrais faire une vulve géante, on pourrait rentrer dedans, je pourrais faire un mur de 100 vulves phosphorescentes, une forêt de bites énigmatiques, il y a toutes sortes de savonnettes qui iront à la lutte contre l'excision, et des projets de street art, et voilà, donc j'ai beaucoup de choses en tête, et je crois que c'est que le début. Et donc tout ce que je peux dire, c'est des fois on regarde en arrière, on a des regrets, en fait, et il faut au contraire faire de sa vie un art, comme disaient les situationnistes. Il faut foutre un peu le boxon et oser faire les choses, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et suivre ton travail, ton art? Vous pouvez me voir sur donc Instagram /moulage intime au pluriel attaché, et un moulage intime 2 qui me sert de backup au cas où un jour il me supprime. Et je suis disponible sur Gmail, moulageintime@gmail.com. J'habite à Pigalle à Paris, et je vais bientôt créer un site web qui sera probablement moulageintime.com. Voilà. Merci beaucoup. Je vous mettrai tout en commentaire sur Instagram @SinedenSublimePodcast. Merci beaucoup Moulage Intime pour ce partage. J'adore ce que tu fais, je trouve ça vraiment super. Et n'hésitez pas à aller voir son travail qui vaut vraiment le coup. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés.